Alors c'est vrai qu'on attendait une espèce de clarification de la part de Jérôme Powell sur le positionnement de la Fed à l'occasion d'un discours dans le cadre d'une conférence organisée par le Fonds monétaire international. Et donc résultat, quoi, on retient surtout, c'est à dessein j'imagine, que la Fed pourrait encore relever ses taux si nécessaire. Ce sont les mots de Jérôme Powell. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Il insiste, Jérôme Powell, en rappelant que la Fed n'hésiterait pas à augmenter encore ses taux si nécessaire. Ce sont ces mots, si nécessaire. Je me suis dit, mais attendez, c'est quoi ce discours musclé? Il y a un changement de pied? Il change de braquet d'épaule ou Non, en fait, ce que je pense, c'est que lors de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, le consensus, parce que, et on va en parler après, mais le consensus a trouvé que les propos de Jérôme Powell étaient trop dovish, colombes, c'est-à-dire laissaient entendre clairement que c'était la dernière hausse des taux et que la première baisse de taux arriverait dans le premier semestre de l'année prochaine. Et on a eu l'impression hier, dans les propos dont vous avez relevé, ce qui était très important, n'hésiterait pas, si nécessaire, à relever les taux, que la porte n'est pas encore fermée concernant la hausse des taux. Et on a eu l'impression que cette clarification était absolument, selon Jérôme Powell, nécessaire pour que le marché alors il faut faire attention à ces termes, mais ne s'emballe pas. Vous savez, on a vu depuis le début de l'année, à chaque fois, le consensus qui a essayé de pousser à la faute les banquiers centraux, que ce soit Christine Lagarde ou que ce soit Jérôme Powell, en essayant de leur dicter la prochaine marche à suivre. Et il y a un terme qu'on utilise beaucoup aux États-Unis, qui était utilisé par le passé, qui s'appelle « Don't fight the Fed », qui veut dire il ne faut pas combattre la Fed parce que c'est elle qui a le mot final. Alors, il faut faire attention parce qu'on sait que la Fed s'est totalement, mais totalement plantée sur la trajectoire monétaire en 2022, l'année passée, en lisant mal l'inflation, et que c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il faut remettre au milieu de l'échiquier la Réserve fédérale américaine. Donc ces propos d'hier soir, c'est pour contrebalancer, encore une fois, l'appréciation des marchés qui ont vu comme étant trop clémentes ou trop cléments les propos de Jérôme Powell lors de la dernière réunion de la Fed. Et c'est vrai que quelque part, cette mise en garde peut-être effectivement est nécessaire parce que les marchés estiment ou estimaient, encore juste avant ce discours, à 90% la probabilité que la Fed ne remonte pas ses taux dans ce cycle monétaire actuel. Est-ce que ça a changé depuis hier soir? Ça a un peu changé, notamment sur les baisses de taux l'année prochaine. Sur la première baisse de taux qui était en juin, c'est juillet. Alors vous me direz, c'est pas grand-chose, c'est un mois, mais on voit qu'il y a un tout petit changement qui est en train de s'effectuer. Et ce qui est très très intéressant de noter ici, c'est que en fait, si vous regardez les statistiques économiques, parce que vous savez, c'est la Fed et la BCE. Mais la Fed vous dit qu'elle est data dependent, c'est-à-dire qu'elle regarde les statistiques et en fonction des statistiques économiques, eh bien, c'est ce qui va déterminer sa politique monétaire. Et lorsqu'on regarde les dernières statistiques économiques, eh bien, on voit qu'on est dans une situation où le taux d'emploi américain a monté, le taux de chômage a monté sur les chiffres d'octobre. On a des créations d'emplois qui ont été divisées par 2 entre septembre et octobre. On a l'inflation qui a baissé. Donc, si vous voulez, si on regarde les statistiques économiques et le momentum des statistiques économiques, eh bien, on est dans une situation où, effectivement, les hausses de taux ont fait leur travail. Et pourtant, hier soir, Jérôme Powell dit la Banque centrale n'est pas convaincue d'en avoir fait assez pour l'inflation. C'est ses mots. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut laisser une certaine pression et la possibilité de remonter ses taux et une certaine pression, et je me répète encore une fois, sur le consensus qui est trop complaisant et qui souvent a un impact très fort sur les marchés, alors qu'un retournement serait encore plus violent. Donc il cherche plus à modifier les anticipations de marché que réellement d'annoncer, pourquoi pas, ce qui n'est pas pricé du tout par 90% du marché qui ne voit plus de hausse de taux, une possible et réelle hausse de taux en décembre, en janvier ou en 2024.
Tout à fait, exactement. C'est-à-dire que, en fait, les erreurs, et je me répète, 22 erreurs de politique monétaire flagrantes qui a expliqué l'effondrement des marchés, que ce soit des obligations ou des actions. Et là, on est dans une situation où on a l'impression qu'il se laisse assez de munitions pour potentiellement, si vous aviez l'inflation qui remontait, les créations d'emplois aussi qui remontent, pour dire en décembre ou en novembre ou l'année prochaine, eh bien, on remonte les taux. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette semaine, on a l'impression, on ne sait pas vraiment ce qui se passe au sein des banquiers centraux, mais on a l'impression que c'était le mot d'ordre parce que on a eu, par exemple, le gouverneur de la Fed, Michel Bowman, qui a évoqué la possibilité d'une nouvelle hausse de taux en raison de la vigueur de l'économie. Je vous rappelle quand même, David, que le troisième trimestre aux États-Unis, c'était plus 4,9%. C'est un hasard, mais c'est la même croissance que la Chine au troisième trimestre, donc une très très bonne croissance. On est dans une situation où aussi cette semaine, on a le président de la Fed de Minneapolis qui s'appelle Neel Kashkari, qui a dit qu'il était trop tôt pour crier victoire sur l'inflation. Donc tout ça, pour résumer, on a l'impression, effectivement, comme vous le disiez, que c'est pas, il n'avoue pas qu'il va monter les taux, mais il se laisse assez de crédit pour pouvoir les monter. Et c'est très important parce que de cette manière, il va, même si c'est douloureux, entre guillemets, actuellement, vous l'avez dit, les marchés baissent, il se laisse le crédit de pouvoir remonter les taux sans que le choc ne soit aussi grand qu'en 2022. Même si dans le fond, vous n'y croyez pas trop à cette menace d'une nouvelle hausse de taux. Non, du tout. J'y crois pas du tout. Et je pense aussi que s'il devait y avoir une hausse de taux, eh bien, on serait dans une situation d'une nouvelle erreur de politique monétaire qui aurait un impact beaucoup plus fort et négatif sur la croissance américaine. Et vous savez, c'est comme l'inflation. On a vu que c'était difficilement maîtrisable. Et la baisse de la croissance, elle est aussi difficilement maîtrisable de dire, écoutez, on a un point d'ancrage qui est à 5,25, c'est le point parfait, et la croissance baissera seulement de 2 ou 3%. Si vous montez encore plus, on va avoir un impact très, très fort sur la croissance économique qui va se traduire par une décélération nette l'année prochaine de la croissance. Et je ne suis pas persuadé, même s'il faut rappeler ici que ce n'est pas son mandat, puisque son mandat, c'est la stabilité des prix et le plein d'emploi. Et je suis persuadé ici qu'on est dans une situation où, dans une année électorale, je le répète quand même, on est dans une année électorale pour Joe Biden, eh bien, je ne suis pas sûr que Jérôme Powell veut brusquer le marché. Ouais, il y a ça évidemment. J'ai également une autre grille de lecture sur ce discours un peu plus martial. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'éviter le reflux trop rapide des taux souverains américains, notamment sur la partie longue, le 10 ans américain qui était il y a 5% il y a une semaine, qui est à 4,5% aujourd'hui. Ça ne fait pas non plus les affaires de la Fed qui sait bien que l'économie américaine se finance notamment à taux long, qui a plutôt intérêt pour contenir ces pressions inflationnistes à avoir un 10 ans américain qui ne redescend pas trop vite. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il a aussi, vous avez tout à fait raison, David, et je pense aussi qu'il a voulu gommer une phrase qu'il a dit la semaine passée en disant que la hausse des taux longs, le niveau de la hausse des taux longs avait aussi un effet assez comparable à des hausses de taux. Donc concrètement, si on était à 5%, il fallait que ça rebaisse pour que ça corresponde aussi à une baisse de taux. Et donc, on est dans une situation effectivement ici où les taux longs qui ont fortement baissé depuis la semaine passée, on est quand même arrivé sur le 10 ans américain qui était à 5 ou à plus de 5, on a été en ligne directe à 4,50, eh bien, on a aussi l'impression, vous avez raison, qu'on est dans un recalibrage du discours qui permet aussi au taux long de revenir sur des niveaux, effectivement, qui sont des niveaux plus acceptables, entre guillemets, où on se trouve entre 4,60 et 5, ou sur les 5, qui étaient, alors c'est pas dit, hein, mais qui était certainement l'objectif sur le 10 ans, sur le rendement du 10 ans américain de la Fed. Ouais, d'ailleurs ça a fonctionné puisqu'on a gagné 10 points de base entre hier et aujourd'hui suite à son discours à Jérôme Powell. Juste, on se quitte là-dessus, John.
Il y a suspense ou pas sur la politique monétaire des prochains mois de 2024? On a compris qu'a priori ça ne devrait plus monter ou de quasiment pas grand-chose, mais a priori non. Après, l'année prochaine, peut-être que ça baissera pas, peut-être que ça baissera un peu, peut-être que ça baissera beaucoup, peut-être que ça baissera en mars, en juin, en septembre. Il y a encore des aléas et peut-être des surprises à attendre. Je pense qu'il y a trois choses à surveiller aujourd'hui qui puissent changer la trajectoire, qui, vous l'avez dit, sur quelques mois après. Bon, c'est assez consensuel, mais il y a trois choses qu'il faut regarder. La première, c'est évidemment l'inflation, et on sait que les chiffres de l'inflation, vous savez, ça peut monter très vite, mais ça peut aussi baisser très vite, très rapidement. Et on peut voir ici que si le prix du baril devait baisser plus rapidement que prévu, hein, on a vu que tous les stratèges avaient parlé de 100 $ et plus, et que là, on est plus proche des 80. Ouais. On se dit que effectivement, alors vous allez me dire, si on prend l'inflation core, c'est-à-dire on retire l'énergie et la nourriture, c'est différent, mais vous savez qu'il y a des effets secondaires, hein, notamment sur l'industrie chimique, etc. Donc, si on devait voir le prix du baril baisser plus à cause d'une baisse de la demande notamment, et si on devait voir le taux de chômage remonter beaucoup plus vite que prévu, et si, donc ça, je vous donne les trois éléments, et le conflit dramatique qu'il y a au Proche-Orient ou en Ukraine devait s'amplifier, on sait très bien que les banques centrales regardent ce qui se passe là, eh bien, ça pourrait pousser les banquiers centraux, et en l'occurrence à la Fed, de changer leurs prévisions, et ça pourrait être les surprises. Alors, on me dirait, il y a trois éléments différents, mais si un de ceux-là devait être plus important que les autres, ça pourrait changer les plans. Donc ça, il faut vraiment regarder. Et lorsque Jérôme Powell parle de data dependency, je pense que c'est la réalité et que c'est les données économiques, mais aussi géopolitiques, qui auront un impact sur le changement de programme attendu ou pas. Voilà, tout ça nous tiendra bien sûr en haleine. Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Merci David.